Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour pour la 3e fois cette semaine. Décidément, on n'arrête pas de se retrouver. Il y a eu le débriefing mardi, il y a eu l'épisode spécial Joe Flacco Bengals mercredi. Nous voici donc pour notre épisode débat de la semaine avec un petit thème original, un petit thème où on va essayer de voir dans les boules de cristal, puisqu'on va se poser la question de savoir si on va avoir un MVP surprise en 2025. Pourquoi ? Parce que les 3 favoris au titre de MVP avant le début de la saison, et on va en parler en début d'émission, n'apportent peut-être pas autant de garanties et de domination qu'on l'aurait cru, mais d'autres semblent se révéler, notamment chez les quarterbacks. On va parler de tout ça pendant l'heure qui vient avec mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous un épisode spécial Joe Flacco. Eh bien, crois-moi, c'est une locution que je n'aurais jamais cru entendre de mon existence. Je te remercie pour ce grand moment. Plus sérieusement, on va parler de quarterbacks qui sont en état de fonctionnement, pas qui sont branchés sur secteur pour survivre. Et donc, qui dit quarterback dit MVP. Et en effet, la course au MVP à ce moment-là de la saison est peut-être un petit peu beaucoup bousculée par rapport à ce qu'on en attendait. On a une petite liste de noms pas piqués des hannetons qu'on va partager avec vous toutes et vous tous. Et avec mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va ? Il est déjà mort de rire, on sait même pas pourquoi il rigole déjà. Ah non, bah, moi tu sais, je suis d'une humeur plaisante, il me reste plus que l'humour. Tu sais que tu vas pas parler des Giants ce soir, donc ça te rend heureux, quoi. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire, sur cet épisode. Ils peuvent toujours gagner 12 victoires d'affilée, on sait jamais, et qu'ils ont fait exprès de perdre contre la Nouvelle-Orléans pour que je ne sois pas tout nu sur le périph'. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, à tous, ravi de vous retrouver également. Voilà. Et donc, en parlant de spécialistes MVP, j'ai décidé de faire venir Yaya. Je sais pas pourquoi. Mais tu as noté, mon cher Seb, note quand même qu'on en est à la semaine, bientôt la semaine 6, et qu'il n'y a toujours pas eu de podcast de la déprime. Toujours C'est pas. vrai. C'est vrai que là, Ouais. on est plutôt sur un bon bilan cette saison. Jusque-là, c'est un bon Est-ce cru. qu'on n'aurait pas pu faire un épisode spécial Jets et on salue tous les fans des Jets qui sont dans le Discord? On aurait pu, tu vois. Mais non, on l'a pas fait. On aurait pu, mais on Alors- l'a pas fait. On attend peut-être le 017, je sais pas. Alors moi j'ai une théorie là-dessus, Seb, je sais pas, je pense que The Playoff est en train de négocier un contrat avec ou Prozac ou Xanax. Je pense Alors que c'est ça, pour c'est ça. ça, c'est du sponsoring qui marche vu les chiffres de vente. Je sais pas si toi t'aimes les théories, mais moi je suis plutôt Théo Citron. Voilà. Alors on va commencer là-dessus. Ce sera déjà une bonne entrée en matière. Ouais, ça part bien, hein. Même moi, là, celle-là, je l'aurais pas tenté. Et c'est dire. C'est dire, hein, c'est dire et c'est dur, hein, c'est un peu tout. Alors on commence avec on va parler des 3 favoris, ceux qui étaient pressentis en début de saison pour être parmi les bookmakers les candidats principaux au titre de MVP. D'ailleurs, le premier dont on va parler, Josh Allen, est toujours actuellement le favori des bookmakers pour être MVP. Un Josh Allen qui a perdu son premier match cette semaine face aux Patriots avec les Bills. Mais un Josh Allen qui, pour toi, Seb, est toujours le favori logique en ce début de saison? Alors, il bénéficie d'une sorte de prime aux champions sortants, hein, comme très souvent Josh Allen, qu'effectivement, il est moins bon que l'an dernier. Je dirais oui et non. Non, dans le sens où il est quand même à plus de 70% de réussite, 1217 yards lancés déjà, 9 touchdowns, seulement 2 interceptions, et qu'il ajoute là-dessus 40 courses, 212 yards, et 3 touchdowns. Donc, ça reste quand même solide comme performance. Est-ce qu'il est moins bon ? Oui, peut-être aussi, parce qu'il distribue énormément le ballon. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose, vous allez me dire, 12 cibles différentes en 5 matchs cette saison, mais du coup, il fait briller personne en particulier. Son meilleur receveur actuellement, c'est Dalton Kincaid, son tight end, avec 20 réceptions, 287 yards et 3 touchdowns. C'est très honorable, mais pas non plus de quoi s'en relever la nuit jusqu'ici. Je pense que là, ce qui lui fait marquer le pas
actuellement, notamment auprès des bookmakers dans la course aux playoffs, c'est tout simplement le fait qu'il a perdu le week-end dernier. Après, ils sont à 4 victoires, 1 défaite, les Bills. On va se calmer avant de paniquer et on ne peut pas vraiment dire que Josh Allen soit passé à côté de son match ce jour-là. Donc, c'est plutôt à mettre en perspective aussi avec les autres concurrents qui montent et en particulier ceux qui sont un peu moins attendus, voire franchement inattendus parmi ceux qu'on va évoquer plus tard. Dont on va parler tout à l'heure. Alors juste quelques stats, parce que la question sous-jacente, c'est Josh Allen est-il moins bon que l'an dernier? Pour l'instant, évidemment, l'échantillonnage est de 5 matchs, contrairement aux 17 de l'an dernier, mais on va prendre des moyennes, comme ça va peut-être un petit peu niveler. Il est à 70,4% de passes complétées, il était à 63,6 l'an dernier. Il a lancé 9 touchdowns, il en avait lancé 28 l'an dernier, ce qui veut dire qu'il est à 5,9% en touchdown contre 5,8 l'an dernier. Il a également en yards par match lancé 243,4 cette année contre 219,5 l'an dernier, un rating de 108,4 actuellement en moyenne contre 101,3 l'an dernier. Mon Yaya, est-ce que finalement, à la lumière de ces chiffres, Josh Allen ne serait pas encore meilleur que l'an dernier? J'en ai bien peur. Moi, en préparant cette émission, effectivement, j'ai regardé quelques stats et je me suis rendu compte qu'effectivement, la plupart de ces stats étaient en hausse. Donc après, il y a deux choses. Il y a aussi l'impression de domination des Bills qui est peut-être un peu moins forte que l'année dernière, qui donne cette impression. Mais lui, il bouge pas. C'est peut-être autour. Est-ce que c'est pas le jeu de course aussi qui est moins présent, parce que l'an dernier on a eu un James Cook qui marchait sur tout le monde quasiment. Est-ce que là il a pas plus besoin de passer cette année que l'an dernier aussi, tu vois, ce qui fait augmenter ses stats de fait. Oui, mais après c'est des pourcentages, donc si tu veux le taux de complétion. 70%, c'est excellent. Hein, 70%. Et surtout que si t'envoies plus de passes et que t'es encore et que t'as un meilleur ratio. Que dire? Non, je suis pas. Enfin, là-dessus, je pense que surtout ce qui lui dessert, c'est plutôt la concurrence. On va parler des deux autres après, qui sont pas là où on les attendrait. Il n'y a pas de vrai duel. Et pour l'instant, la course au MVP, c'est surtout ne pas être décroché. C'est un peu comme une course c'est comme une course au Tour de France. C'est pas sur les premiers cols. Les premiers cols, si tu commences à être décroché, mais tu joues pas la gagne sur le premier ou le deuxième col. T'as des Pogacar, il tue tout le monde au premier col, c'est réglé. Alors il attend des fois le deuxième parce que sinon ils seraient tous hors délai et t'as le Gruppetto qui l'assassinerait à l'arrivée. Donc non. Il attend un peu. Là, tu parles des courses d'un jour, donc c'est un peu autre chose. Mais bon, revenons à nos moutons, ou à nos Bills, plus exactement. Je pense qu'effectivement, c'est plus par comparaison avec les autres, où en fait, il n'y a pas de duel pour l'instant. Donc, Parce que l'an dernier, il y avait un gros duel avec Lamar Jackson. D'ailleurs, d'aucuns, on salue notre ami Wake, te diront que Lamar Jackson s'est fait voler son titre de MVP l'an dernier. Mais voilà, ouais. il y avait un vrai duel, Lamar Jackson-Josh Allen. Il y avait du pour, il y avait du contre des deux côtés. Là, c'est vrai que pour l'instant, on pourrait presque arrêter l'émission au bout d'1 minute, parce que si Josh Allen est meilleur que l'an dernier et que l'an dernier il était MVP, normalement le débat est réglé. On a trouvé le MVP 2025. Après, faut voir s'il n'y a pas un joueur qui va faire la saison de sa vie. Nous y arrivons, mais ça c'est plus tard. Voilà. Donc tu vois, je veux pas te spoiler, donc ne m'envoie pas au feu. Non, pas du tout. Je ne t'envoie pas au feu. Au feu les pompiers, la maison qui brûle. En parlant de maison qui brûle, le deuxième favori avant le début de la saison, c'était Patrick Mahomes. Mahomes, avec les Chiefs de Kansas City. La première question, on va être simple avant de rentrer dans les stats de Patrick Mahomes et de tout ce début de saison. Mon Yaya, c'est les Chiefs sont actuellement à 2 victoires, 3 défaites. Est-ce que c'est déjà, et il l'a dit lui-même, hein, avant même le match contre les Jaguars, nous avons déjà perdu trop de matchs. Est-ce que pour toi, déjà avec 3 défaites, il est quasiment hors course pour le titre de MVP?
pas complètement hors course parce que il lui reste une chance, c'est-à-dire d'être vraiment le héros sur le terrain, et c'est-à-dire de planter stade sur stade, de faire des matchs tous les week-ends à plus de 350-400 yards, faire des performances qui marquent tout le monde. Mais je suis assez d'accord avec lui aussi dans le sens où ça va être dur de décrocher un first seed, parce qu'avec 3 défaites, aller chercher le first seed. Et j'ai envie de te dire, est-ce que lui, ça l'intéresse vraiment le titre de MVP, ou est-ce que c'est plutôt le trophée Lombardie? Ça, c'est une autre question. Bah, je pense que, je sais pas, en fait. Je pense qu'il veut gagner les deux. Oui, mais je pense qu'il préférait un titre de MVP du Super Bowl. Mais comme on sait que les titres de MVP du Super Bowl, c'est tellement surcoté. Ouais, ça permet pas de rentrer au Hall of Fame, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais quand on en gagne qu'un seul, ou pas du tout, hein, on peut prétendre, mais 2, non, c'est pas possible. Après, je pense pouvoir dire sans trop m'avancer que pour le Hall of Fame, Mahomes, il a déjà pris un petit peu d'avance. Il a pris un coup d'avance. Oui, mais parce qu'il n'a pas 2 titres de MVP du Super Bowl, je crois qu'il en a 3. Voilà. Et il va nous faire croire que son Eli n'est pas au Hall of Fame à cause du fait qu'il ait eu 2 titres de MVP du Super Bowl. Tu vois, c'est quand même l'argument le plus fallacieux qui existe à peu près au monde. Hein. Oui, mais c'est complètement revendiqué. C'est complètement nul comme argument, mais enfin bon. C'est par l'absurde, exactement comme les vôtres. Mon cher Seb, Patrick Mahomes, qui fait pas une mauvaise saison, il faut pas un mauvais début de saison, qui est même plus que bon dans son rôle de sauveur de la patrie en danger, parce que peut-être que sans Mahomes, le bilan serait encore différent pour les Chiefs de Kansas City. On l'a vu beaucoup utiliser ses jambes cette année, on l'a vu beaucoup tenter et réussir parfois des passes improbables dans des situations très compliquées. Est-ce que finalement, Patrick Mahomes, il n'est pas desservi par ses coéquipiers ? Comme tu le disais, sa prestation individuelle, elle reste de très haut vol actuellement. C'est 63,4% de complétion de passe, 1257 yards, 2 interceptions. Il a encaissé 7 sacs, donc niveau protection, on peut dire que ça va, 7 sacs en 5 matchs. C'est quand même assez honnête. Ça reste bien sûr le leader incontesté de son attaque. Comme tu l'as dit, on l'a vu servir de ses jambes, et notamment lundi soir contre Jacksonville, puisqu'il finit avec 60 yards comme meilleur coureur de la rencontre pour Kansas City. 60 yards en 6 courses, donc belle moyenne pour lui. Et ça prouve tout de même sa capacité à s'adapter et à combler, ou du moins tenter de combler, certaines des lacunes de son attaque, au moins sur un match. Et effectivement, il est peut-être desservi par son attaque, alors qu'il n'est pas au complet, mais on avait déjà un petit peu le même type de propos, souviens-toi, la saison dernière. On parlait de ces victoires étriquées, de cette attaque qui n'avait plus cette impression visuelle d'attaque dominatrice qu'on avait pu connaître les années précédentes avec Tyreek Hill. Et j'ai l'impression que cette attaque, elle se cherche un peu son Tyreek Hill, son go-to guy, qui ne peut plus être Travis Kelce, parce que c'est un tight end, et tu ne demandes pas forcément à un tight end d'être le go-to guy, et parce que Kelce, il commence à atteindre un âge de vétéran qui ne lui permet peut-être pas de porter l'intégralité d'une saison sur ses épaules. Donc, on sent qu'il cherche des solutions. Est-ce que ça peut être Xavier Worthy ? On a vu néanmoins d'autres joueurs comme Hollywood Brown se mettre en avant, step up, parce que il fallait quelqu'un en l'absence de playmaker. Le club est à 2-3. Alors, je pense que là, aujourd'hui, c'est pas le moment de tirer la sonnette d'alarme du côté de Kansas City On va faire un podcast. La dynastie des Chiefs, c'était partie 2. C'est marrant, il me dit quelque chose, ce podcast, je sais pas pourquoi. Bref. Mais un point tous les mois. Mais effectivement, alors oui, comme tu le disais, le first seed, ça va peut-être être un peu compliqué maintenant avec 3 défaites. La qualification pour les playoffs, par contre, elle peut encore être acquise suivant la façon dont ça se passe aussi dans les autres divisions. Le titre de MVP, il va falloir pour ça justement
accrocher les playoffs parce qu'on n'a jamais vu un quarterback finir MVP alors que son équipe était hors de la course de la post-saison. Et alors là, quand même, il va falloir s'accrocher parce qu'ils ont quelques épreuves de force là qui les attendent dans les 4 semaines à venir. Il y a Détroit la semaine prochaine. La semaine d'après, leurs fans m'excuseront, mais je vais faire assez peu de cas des Las Vegas Raiders qui nous ont pas vraiment donné des prestations à la hauteur cette saison. Et derrière, ils reçoivent Washington et il faut aller à Buffalo après une bye week bien méritée où ils recommenceront ensuite pied au plancher en allant à Denver, en savant Indianapolis et en allant à Dallas. Là, il y a quand même une passe de 7 qui est costaud. Et néanmoins, si elle est bien négociée, Mahomes, il peut encore faire remonter sa cote pour la course au MVP. Il faut préciser que pour le moment, pour les bookmakers, il est deuxième dans la course au MVP. Oui, il est toujours deuxième. Mine de rien, là, je mets de gros guillemets à ce que je dis, une fois de plus, les fans de Kansas City, calmez-vous. La contre-performance actuelle de son équipe a pas heurté son stock tant que ça. Non, parce qu'encore une fois, c'est lui qui semble... Enfin, encore une fois, il a mis le costume de sauveur de la nation. Et clairement, aujourd'hui, si Kansas City tient, c'est aussi, et peut-être surtout, grâce à Patrick Mahomes. Et s'il n'était pas là, les choses seraient sans doute beaucoup plus proches d'une saison des Bengals que une saison des Bills de Kansas City. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est tout peut-être à pas fait, les chercher Joe Flacco, mais bon. Disons la différence majeure par rapport même à la saison dernière, c'est qu'il est à nouveau obligé d'endosser, voilà, comme tu disais, son costume de sauveur de la nation, son costume de Superman, et de tenir la situation un peu à bout de bras à lui tout seul. Je mets ça un peu entre guillemets. Et voilà, surtout très tôt dans la saison. Parce que, en fait, là, un peu comme je parlais tout à l'heure, là, aujourd'hui, on est surtout dans les matchs à pas perdre, pas forcément à montrer. Tant que Thanksgiving n'est pas passé, c'est des matchs qui, bon an, mal an, tu dois quand même en gagner quelques-uns avant Thanksgiving, sinon t'es mal. Non, mais c'est pas ça. Tu dois être en pleine possession de tes moyens au moment de Thanksgiving. Tu dois monter en régime. Ouais, pour fourrer la dinde. Exactement, entre autres, ou la gracier, ça dépend comme tu veux. Mais c'est ça en fait le vrai, pour moi, le vrai souci. Et en plus, tu vois, tu as donné le classement, mais enfin le calendrier, Seb. Mais derrière, tu as quand même Houston à domicile, tu as les Chargers, les Broncos encore, parce que et après Titans et Raiders, c'est pas pareil. Ouais. Mais tu as quand même des adversaires de division, enfin, comme tous, hein, mais qui se renforcent en plus. Et s'ils voient une bête blessée, et l'odeur du sang, on sait que c'est un sport de domination. Et si tu dois, en fait, pour gagner, tu dois renverser le premier. Et surtout, eux qui dominaient de la tête et des épaules depuis quasiment une décennie. Donc, l'odeur du sang, elle arrive. Après, les Chargers sont pris les pieds dans le tapis. Déjà, on sait qu'ils sont coutumiers du fait. Je suis pas sûr que les Broncos et les Chargers et les Broncos laissent passer l'occasion de mettre à terre les Chiefs. Mais clairement, là, tout le monde se dit la poule est ouverte. Et mais Las Vegas serait une victoire de plus, juste une petite victoire de plus. Même eux, ils pourraient peut-être se dire il y a peut-être un créneau à prendre, quoi. Et ce week-end, Vegas joue, je sais plus quelle équipe il joue, quoi. Tu vois, donc c'est un match qui est complètement prenable pour Vegas. Ils jouent les Titans à domicile. Ah, complètement. Donc du coup, tu vois, ils peuvent peut-être même se replacer pour peu que Détroit, je veux parler de domination, veulent faire un statement, effacent le statement contre Kansas City. Eh ben ça revient à égalité, quoi. On peut mettre les deux à 2-4. Ouais. Et alors, c'est une équipe qui sait ce qu'elle doit faire, qui est très bien coachée par Andy Reid, qui a un quarterback star, mais qui manque de tous ces joueurs au-dessus de joueurs de complément, en fait. Surtout, je pense un playmaker. Un playmaker. Deux playmakers, parce qu'il n'y a même pas non plus de running back dominant. Aujourd'hui, le rusher numéro 1,
Enfin, C'est Mahomes. le running back, c'est Mahomes. Mm. C'est pas normal. Et lui, surtout quand c'est ta star comme ça, lui, tu dois le protéger. Il reste dans la poche et basta. Tu vas pas au carton. Et moi, la chose qui, alors là, on dévie un peu du débat MVP, mais la chose que je trouve qui est peut-être le plus alarmant pour les Chiefs actuellement, c'est le manque le nombre de pénalités, le manque de, comment dire, de self-control, le manque d'habitude, c'était des équipes qui étaient très bien disciplinées avec Spaniolo, avec Andy Reid. Et là, le manque de discipline depuis 2-3 semaines, enfin encore contre Jacksonville, c'est 13 pénalités, 109 yards encaissés en pénalité. Les petits joueurs, quand tu peux en prendre une quinzaine et 200. Alors après, on va nous dire oui, mais c'est parce que les arbitres arrêtent de les favoriser. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je suis désolé, on n'a pas ce taux d'indiscipline habituellement avec les équipes d'Andy Reid. Tu vois, c'est clairement pas les habitudes de la maison. Et ça, c'est peut-être pour moi l'un des signes les plus inquiétants. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec Patrick Mahomes puisque c'est pas lui qui est pénalisé la plupart du temps. Donc non. pour le coup, éloignons du débat. Leur attaque on parle toujours du départ de Tyreek Hill, mais Brown qui est parti à Cincinnati. Alors il fait pas gros. À Cincinnati, il fait ce qu'il peut parce que c'est pour eux la ligne, mais depuis qu'il est parti, c'est plus pareil. Hein. On passe au troisième larron de la. Non, ce ne sont absolument pas des larrons. Ils ne volent rien. Celui qui était le troisième dans la discussion, encore une fois, avant la saison, c'était Lamar Jackson, parce que tu parlais de la saison dernière de Patrick Mahomes, Seb, mais c'est vrai que l'an dernier, il n'a jamais été complètement dans la discussion pour être MVP, de par son attaque qui était plutôt fébrile. On n'a jamais trop entendu Patrick Mahomes être MVP, tu vois, malgré le fait que les Chiefs ont fini à 15 victoires et 2 défaites. Il n'a jamais été vraiment dans la discussion. Par contre, Lamar Jackson, MVP en 2023, si je ne dis pas de bêtises, et deuxième en 2024 du trophée, lui était, avant le début de la saison, dans cette discussion, il était même quasi au même niveau que Josh Allen pour être favori. Et pourtant, ça s'est compliqué. Ça s'est compliqué notamment à cause d'une blessure. Ça s'est compliqué aussi à cause des résultats des Ravens. La question que j'ai posée à Yaya va être exactement la même, mon Seb, pour Lamar Jackson. Est-ce qu'il est, lui, d'ores et déjà, hors course? Oui. C'était à Seb que je posais la question. Alors, je vais avoir la même réponse que Yaya à l'instant, malheureusement. Merci. Voilà, puisque déjà son bilan perso en tant que starter est de 1 victoire, 3 défaites, et il a cette blessure aux ischios qui l'a gardé sur la touche la semaine passée, qui va probablement le garder sur la touche cette semaine aussi, avec une saison tronquée, et il pourrait être absent, je crois, 2 à 4 semaines, non, quelque chose comme ça. On me dit que c'est comme un certain JJ, mais je ne sais pas qui est cette personne. Oui, nous n'élaborerons pas sur ce point. Je me sens un petit peu Jerry Jones. Avec une saison tronquée, c'est compliqué de prétendre un titre de MVP. Et pourtant, il était très bien parti, Lamar Jackson. 71,6% de réussite, 869 yards lancés, 10 touchdowns, une seule interception, un ratio de touchdown par passe lancée de 10,5%, un rating de 130,5 et 21 courses, 166 yards, un touchdown. Quel dommage, mais une fois de plus, il y a les résultats de l'équipe qui viennent en ligne de compte. Et de ce côté-là, le bilan, il est ce qu'il est. Baltimore est 1-4, ça personne l'a vu venir. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'attaque des Ravens, sans lui, s'effondre complètement. 207 malheureux total yards dimanche dernier contre Houston. Et pourquoi ? Parce que, alors je vais me répéter, je suis désolé, mais moi je suis un vieux, je radote. Cette attaque, elle est construite autour des capacités assez uniques de Lamar Jackson. Il est remplacé par Cooper Rush, et je vais peut-être vous étonner, mais
Cooper Rush n'est pas Lamar Jackson. Physiquement, à on bien l'avait des points. remarqué déjà. Voilà, mais sur bien des points en termes de jeu, c'est pas du tout le même type de quarterback. Il faudrait réussir à ajuster cette attaque, voire même à la refondre. Mais est-ce que c'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'ils en ont envie? Et je suis pas sûr que tu aies envie de placer l'avenir de ta saison dans Cooper Rush. Donc tout ça pour dire Joe Flacco que est déjà pris, hein, c'est Lamar trop tard. Jackson. Voilà, Joe Flacco est déjà pris. C'est Le pour les retour preneurs, de qu'est-ce que tu l'enfant prodigue. Mais d'autant que j'ai pas l'impression que Rush soit vraiment le point bloquant pour Baltimore cette saison. C'est clairement leur défense sur laquelle il y a un gros souci et une avalanche de blessés. Mais pour revenir au sujet Lamar Jackson, oui, moi j'ai peur qu'il soit déjà hors course, à moins qu'il y ait une guérison rapide et une résurrection de l'équipe de Baltimore et qu'ils écrasent tous sur leur passage dès leur retour, qu'ils remportent leur division, qu'ils se qualifient en play-off et que Lamar Jackson termine avec 4 milliards de lancés en 12 matchs. Je sais pas, mais à moins qu'ils réussissent ça, là ça me paraît compliqué. Même chose pour toi, mon Yaya, c'est fini pour Lamar? Oui. On fera pas de cas Lamar cette année? Absolument pas. Il va rester amarré au port. On fera fi du calamar cette année. Voilà, tout à fait. Seb a très bien dit. Le problème, c'est la blessure. Combien de temps il va rester? Et surtout, est-ce que Baltimore a intérêt à le remettre sur le terrain le plus rapidement possible? Alors oui, c'est oui. Oui, je pense, oui, parce que s'ils le mettent pas sur le terrain, oui, mais attends, regarde, je prends un exemple. Là, il reste sur le bord de touche encore 3 matchs de plus. Mais il restera pas 3 matchs. 2 à 4 semaines. Il restera pas 3 matchs. Il était blessé 2 à 3 semaines. Il en a déjà fait une. Au maximum, il reste contre les Rams, il reste sur le bord de touche. Après, ils sont en bye week. Donc Oui, le match après revient. Hein. Faut espérer, mais les ischios, c'est particulièrement compliqué à soigner. Ouais, c'est un joueur qui a une longue carrière professionnelle. C'était un ischio d'être chez les Giants, c'est ça? Alors, non, tu sais, les croisés, tu connais. Ouais, voilà. Plaisanterie mise à part. Non, c'est une blessure, surtout avec un jeu, avec son jeu. Tu vas le remettre sur le terrain. Ok, pour le répéter. Si là, contre les Rams, ça gagne pas, est-ce que tu as intérêt à... Si tu le remets pas quand il est guéri, autant dire que tu balances la saison. Bien sûr qu'il soit... Et pas seulement la sienne, hein, on sait très bien que les joueurs, ils veulent toujours jouer. Il dira qu'il est guéri alors qu'il n'est pas guéri. Les ischios, c'est particulièrement sollicité. Les joueurs en face vont le viser. Après, peut-être qu'il se reblessera, mais je n'ose pas imaginer qu'à 1-5, même s'ils perdent contre les Rams, c'est qu'ils sont à 1-5. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises, ils sont à 4 à ce moment. Oui. Donc s'ils sont à 1-5, avec la bye week, et en plus, il me semble que leur calendrier est relativement accessible après la bye week, sur 2-3 semaines, je pense qu'ils vont tenter le tout pour le tout, pour remonter à 3-5, 4-5, pour revenir dans la course. Parce qu'encore une fois, la FC Nord, elle va être loin d'être jouée. Tu vois, il n'y a pas une équipe qui caracole à 4-1 ou à 5-0. Non, il y a Pittsburgh qui a 3. Hein. Oui, voilà. Non, mais d'accord. Mais tu vois, ça rien dit Pittsburgh. Et dans 2 semaines, ils seront peut-être à 3-3, tu vois. En fait, là, ils n'ont plus le destin entre leurs mains, comme disent les journalistes. Si Pittsburgh gagne contre Cleveland, ce qui serait pas illogique, tu te retrouves avec 4 matchs de retard, quoi. 3. 3,5. Ouais, 3,5. Mais donc oui, après il reste encore 10 matchs à jouer. Oui, ça veut dire que t'as plus toute marge. Donc dans ce cas-là, effectivement, t'as plus beaucoup de marge. De toute façon, à 1-5, si tu veux te qualifier, t'as le droit d'en perdre encore une ou deux. Hein. Et bon, au-delà de 17, ça va être compliqué. Ouais, mais complètement. À 1-5 pour te qualifier dans la FC Nord, t'as intérêt à prier, hein, parce que. Ouais, non, mais moi je parlais dans la FC en général. Je parlais. Tu vois,
Et puis, Tu peux aller Oui, chercher dans un l'AFC en wildcard à général, 17, oui. tu vois. le truc qui est pas de bol, c'est que dans l'AFC Sud, il y a des équipes qui gagnent plus de matchs que prévu. Ça prend des spots. Ça, c'est vrai. Ça, Donc, oui. tu prends des spots. Oui. Pareil, l'AFC Ouest. Donc, l'Est, tu sais que tu en auras un seul qui va sortir. Peut-être, et encore, parce que faut voir. Ah Parce si, il y en que, aura un. et puis, Non, forcément un qui sortira. oui, mais j'allais dire, New England, ils vont être dans la Oui, course. New aussi. England, ils vont être dans la course au wildcard. Oui, ça, c'est... Donc, bon, Peut-être les Dolphins aussi, s'il y a un ouragan. le problème de New England, c'est que quelqu'un a jeté le mauvais œil sur eux. Ouais, on ne dira pas qui. On ne saura pas qui, hein, qui les annonçait champions de division. Et voilà, donc je sais pas. Ouais. Ça va Bon, être compliqué. Lamar, on fait une croix dessus pour cette année. Bon, tant pis pour Waik, ça va lui faire de la peine, mais qu'est-ce que vous voulez. Alors, je sens que ce podcast sombre dans la déprime. Il est pourtant pour moi de saisir ma cloche, de vous réveiller. Tiens, je vais saisir Patoche en attendant de saisir la cloche parce que les gens le savent pas parce qu'on n'est pas en direct, mais Hey! je me suis fait un petit Patoche. 81! Et Seb et Yaya peuvent témoigner que Patoche veille sur nous pendant tous les podcasts. Si je dis pas de bêtises, il est juste derrière moi. Voilà, vous aurez le bonheur de le voir quand on fera des lives pendant Thanksgiving et tout. C'est un peu le diable sur ton épaule quand même. Tu te rappelles, ça nous rappelle la bonne vieille période de derby. Quand Charles il faisait parler Justin Herbert et tout pendant les podcasts, tu vois, ça feu. Ah oui, c'était triste. Hein. Mais enfin bon, bref, ceux qui sont là, qui suivent TFA depuis 4 ans, peuvent se rappeler de cette période funeste pendant laquelle notre cher Charles faisait parler Justin Herbert pendant les podcasts. Voilà, bon, oui, mais d'un autre côté, à l'époque, c'était encore le plus grand prospect au poste de receveur. Et maintenant, il a changé de sport et est passé au flag. Donc bon, et je pense qu'il vise les JO. Le problème, c'est que les JO, on l'ont pas visé lui. Donc c'est ça le souci. Oui, et dit n'importe quel quarterback d'ailleurs. Il y a plus de chances d'être en sideline comme journaliste que d'être en équipe de France à la place de Tanguy Lominet. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Juste une chose. Oui. Compta, Flav, tu passeras la compta. Hein. Oui, voilà. Oui, c'est pas très grave. On ne doit pas grand-chose. Alors, on revient donc au poste de MVP. Je disais donc que nous allons revenir avec un petit peu de joie puisqu'on va parler des personnes qu'on n'attendait pas. Mais que font-ils là ? Ces gens qui se sont invités par la chatière, tu vois. On se dit, bah tiens, tout est réglé, ça va jouer entre eux, il y aura Jalen Hurts, il y aura Josh Allen, il y aura Lamar Jackson, il y aura Patrick Mahomes. Et qui voit-on arriver de sortir du bois ? Un certain Seb, Baker Mayfield. Un certain Baker Mayfield. Mais que fait-il là, notre bon Baker ? Mais oui, The People's Champ. Alors tout d'abord, je commençais vraiment. Ça, il faut que je le fasse. Il faut que je commence par des excuses. Parce que lors d'un des premiers podcasts auxquels j'ai participé, c'était la première saison de Baker Mayfield à Tampa. Et je me souviens, je l'ai dit, les fans de Tampa Bay, je suis désolé pour vous, va y avoir un gros palier de décompression violent passer de Tom Brady à Baker Mayfield. Et je crois même que je l'ai traité de, je me cite, pompe à vélo. Je me suis trompé. Alors la Vraiment, comparaison est bonne moi, parce que une pompe à vélo c'est toujours utile, comme Baker. Tu vois. Donc, oui, mais enfin, c'est pas. Excuse-moi, dans le contexte sportif, se faire traiter de pompe à vélo, c'est pas exactement très flatteur. Donc là, je dois m'excuser. Je m'excuse auprès des fans de Tampa Bay, auprès des fans de Baker Mayfield, auprès de Baker lui-même, puisqu'il nous écoute. On a encore montré notre expertise. Baker. I wasn't familiar with your game, mais bon sang de bonsoir. Moi, depuis 2 ans, je suis devenu fan. D'être devenu fan, alors ça, femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins. Ayant réussi la matière. C'est un autre sujet que j'aborderai peut-être une autre fois et pas dans un podcast. Cette transition. Donc voilà. Sans transition, donc. Non, vraiment. Là, il m'a conquis, il m'a gagné parce que depuis 3 ans, à Tampa, c'est The Man, et c'est même The Man, j'ai envie de dire, dans la conférence. C'est un joueur qui a énormément de cœur et qui, en plus, s'est permis de s'installer derrière cette attaque, de ne pas en lâcher les rênes. Et depuis, de toute façon, Tampa
est en tête de sa division de façon absolument incontestable. Rien que la semaine dernière contre Seattle, c'est 379 yards lancés et 2 touchdowns. Les Bucks sont 4-1, ils sont en contrôle, leur destin est entre leurs mains. Mayfield, jusqu'ici, c'est 65,1% de réussite. 1283 yards, il est 4e de la ligue. Il lance 256,6 yards par match. 10 touchdowns, une interception, 0,6% de taux d'interception chez cet homme, 5e de la ligue. Et 9 sacs encaissés, ce qui est correct. Mais ce qui est encore plus impressionnant déjà cette saison, c'est le fait que ces 4 victoires, elles sont arrachées en 4 comebacks et 4 winning drives dans les dernières minutes de chaque match. Et puis, moi, il y a le parcours du bonhomme quand même, qui est drafté en 2018 par Cleveland pour être le sauveur du club. Il sera viré comme un malpropre en 2021 après une saison où il se blessera et il sous-performera. Et il sera remplacé par qui à Cleveland? Qui ils ont choisi pour remplacer par Deshaun Watson? Qu'est-ce qu'on rigole! Il atterrit à Carolina, où il sera benché, puis retitularisé, puis viré. Il arrive aux Rams, il est titularisé, à peine arrivé, il gagne un match, alors que ça fait 48 heures qu'il est là. Et à partir de là, la légende de Baker Mayfield était lancée. Arrivé à Tampa en 2023 au départ, juste pour faire le pont lors du départ de Brady, eh ben, c'est pas un pont, cet homme-là, c'est un viaduc, parce que c'est lui le titulaire incontestable de ce club. Et ses performances, justement, cette saison, ben, le classent sérieusement comme concurrent au titre de MVP. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Là, parmi les bookmakers, il est entré dans le top 5 après sa performance de ce week-end contre Seattle. Il est pris très, très, très au sérieux. Et vous pouvez même retrouver un excellent article sur The Playoff sur Baker Mayfield, un candidat crédible au MVP, qui est paru, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était mardi matin. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, donc c'est pas, je me fais pas mousser. Mais voilà, vous pouvez aller lire cet article sur The Playoff dans les actus NFL. Je rajouterai dans tes stats, mon cher Seb, les complétions de plus de 20 yards, où Baker Mayfield a déjà réussi 20 de passes complétées de plus de 20 yards depuis le début de la saison, deuxième meilleur quarterback de toute la NFL dans ce domaine-là. Et faut-il le rappeler, tout ça sans Mike Evans depuis 2 matchs, avec des absents aussi sur la ligne pour la protection. Bref, il a réussi à faire émerger Emeka Egbuka, qui devient lui des favoris pour le titre de rookie offensif de l'année. Bref, c'est presque incroyable, mon Yaya, ce que nous fait Baker Mayfield. Oui et non, parce qu'on l'avait vu arriver, et pour moi, c'est l'éloge de la stabilité. Juste, je te fais juste une coupure. En plus, avec un nouveau cordeau offensif. Oui, il change de cordeau tous les ans. Ouais. Non, mais il change tous les ans de cordeau. Oui. Ouais, mais c'est une sorte de stabilité. On lui a laissé le temps de s'installer. La première saison, ce n'était pas le rêve, mais il faut rappeler quand même qu'il va gagner contre Philadelphie, hein, oui, qui sort Philadelphie, qui venait du Super Bowl. Faut pas oublier non plus que c'est le gars qui, on lui propose un contrat, il dit non, je signe pas ce contrat tant que Mike Evans n'est pas payé. Payer Mike Evans. Donc, c'est un gars qui doit, tu vois, doit faire consensus dans le vestiaire, fait en sorte que toutes les squads offensives fonctionnent, et c'est vraiment le leader que tu as besoin. Et je pense qu'il a trouvé le bon environnement pour lui. Faut pas oublier que quand il va, quand il a commencé sa carrière, alors, même universitaire, il est à Texas Tech, il est transféré à Oklahoma et il va gagner avec Oklahoma. Derrière, il arrive en NFL en tant que star, il est choisi en tant que premier choix. Il ramène d'abord une première victoire à Cleveland, qui était sur combien d'une série de défaites, mais abyssal. Oui, plus long qu'un jour sans pain. Derrière, effectivement, il y a eu toute la hype Cleveland, notamment grâce à lui. Et après, ça a été le drama, effectivement, avec
il les amène en playoff en Oui. 2020. Hein. Première fois depuis Oui, 2002. Et derrière, Cleveland, qu'est-ce qu'ils font? N'importe quoi. Ils font. Ils le foutent Mais dehors. non, mais déjà tout autour de lui, il ramène Odell Beckham Jr. Il ramène qui avec le père d'Odell Beckham Jr. qui fait des vidéos en disant Ouais. oui, mon fils était libre et machin. Comme Et quoi, il derrière, n'était pas visé, il était ouvert, il n'était pas visé, etc. ouais, donc voilà. Et lui, il est toujours resté droit dans ses bottes. On pensait que c'était un quarterback uniquement de système. Moi, je pense qu'il a trouvé le bon système pour lui. Et il est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de pression du côté de Tampa Bay. Il est le gars qu'il faut, l'endroit où il faut. Donc, voilà. Et aujourd'hui, avec toute cette stabilité, tu as rappelé les stats, elles sont en progression. Il donne une sérénité, même quand ça va mal, il trouve un moyen de gagner. 4 winning drives, soit plus que Cleveland depuis 2024. Donc, n'en jetez pas la coupe est pleine, comme dirait l'autre. Et ça en devient effectivement un candidat qui est tout à fait crédible. Je veux dire, si on avait dit en tout début de saison Baker Mayfield sera MVP, je pense qu'il n'y a pas grand monde, et c'est pas lui faire offense, qui aurait mis une pièce dessus. Tu vois. Là aujourd'hui, clairement, c'est presque. Alors, bien évidemment, tout est toujours à prendre avec des pincettes, etc. Mais c'est presque un investissement à faire que de mettre 1 euro sur Baker Mayfield MVP, tu vois. C'est presque quelque chose qui devient dans le domaine très clairement du réalisable et du possible. Alors, en parlant de choses qui semblaient impossibles, mais qui pourraient devenir possibles, j'en ai une autre bonne. Vous vous rappelez de l'overréaction de la Week 1 quand on avait fait le podcast, où on s'était demandé est-ce que Daniel Jones est le meilleur quarterback de l'AFC Sud? Eh ben, je vais vous demander, et finalement, est-ce qu'il serait pas le meilleur quarterback de la NFL? Est-ce que ce serait pas lui qui pourrait aller chercher le titre de MVP? Je donne juste, parce que je sais que Seb va donner des stats, je vais juste donner les stats de yards à la passe des Colts d'Indianapolis. 253 yards gagnés à la passe, c'est la 4e meilleure attaque dans ce domaine depuis le début de la saison. Yaya, Daniel Jones peut-il devenir MVP? Ce serait joli, ce serait beau, mais ce ne sera pas le cas. Merci. Non, mais si ça, c'est pas de l'analyse, je connais pas. Oui, non, moi, je pensais que c'était le tour de table avant de non, rentrer. c'est pas le tour de table, non, on est à 45 minutes. Réponds, monsieur. On est à 45 minutes de Yaya. podcast, on n'est pas là pour boire l'apéro, tu vois. Non, mais tour de table, c'est façon de parler. Oh là là. Non, je pensais que tu allais demander à tout le monde. Non, pour moi, ça va être tout le monde, on est deux. On est trois, tu sais pas compter, mais non, pour moi, ça risque d'être un peu court. Premièrement, effectivement, ce qui plaît dans sa faveur, effectivement, c'est le comeback. Tu l'as dit, quatrième attaque, 1290 yards, 6 touchdowns, seulement 2 interceptions et surtout un bilan de 4-1. Et surtout, le prochain match, sans leur faire offense, c'est contre une équipe qui ne sert pas à grand-chose, les Cardinals. Donc, j'ai envie de te dire, 5-1, ça devient du solide. Après, il va falloir confirmer sur le reste de la saison. Donc, effectivement, la division est toujours prenable. Attention, on va parler après aux Jaguars, malgré tout, et du retour des Texans. Donc, il va falloir voir ce que ça va donner. On ne sait pas. On sait peu. J'utilise ta technique, t'as vu? Oui, je vois ça. On apprend des meilleurs. Hein. Ah, ok. Bon, d'accord. Continuons. Et Ce qui est bien, c'est qu'il tente de faire ma technique, mais en fait, il se blanchit tout seul. C'est-à-dire que derrière, il n'arrive pas à rebondir, quoi. Tu vois, c'est ça qui est terrible. Tu veux que je te relance? Non, il y a quelque chose. Il n'y a rien d'autre à dire sur Daniel Jones qui, à mon avis, aura le comeback player of the year. Ça, c'est quasiment lot. Ça va dépendre si ça continue sur la durée. Est-ce que une hirondelle ne fait pas le printemps, mais des victoires au mois d'octobre, au mois de septembre, ne présagent pas
de playoff au mois de janvier. Je ne sens pas du tout cette expression. C'est quoi le rapport? Le mec qui... Alors oui, il y avait un éléphant dans la pièce. Il nous sort des expressions comme ça, on sait pas d'où pourquoi, tu vois. On sait pas pourquoi. On est pas mal lotis entre les mecs qui ont du mal avec les noms Pushkin et ceux qui Jenkins. sont sur le calendrier. Et les hirondelles font pas le printemps. On sait pas pourquoi. Les hirondelles font pas le printemps, mais les victoires en octobre ne font pas les succès en janvier. Ils ne font pas les playoffs en janvier. C'est intéressant. Oui. Ça fait réfléchir. On sait pas qui, mais ça fait réfléchir. Mon chef, Daniel Jones, toi, t'y crois au Indiana Jones et le MVP maudit? Alors, on va peut-être pas aller jusque-là, mais très honnêtement, tu m'aurais dit en septembre qu'on allait parler de Daniel Jones dans la course au MVP. Je t'aurais dit, arrête de fumer de la colle. Oui. J'aurais dit, j'aime bien la science-fiction, mais quand même, on va se calmer. Après, non, beaucoup plus sérieusement. Ces stats perso parlent d'elles-mêmes. 71,3% de réussite, 1290 yards lancés, 6 touchdowns, seulement 2 interceptions, 4 petits sacs encaissés. Il est bien. Il a le plus petit pourcentage de sacs de la ligue, 2,6%. Il a le plus petit pourcentage de jeux négatifs de la ligue, 4,9%. Et surtout, alors une stat qui m'a surprise, il a le deuxième plus gros taux de conversion de troisième down de la ligue, 54%. Est-ce que vous savez qui a le plus gros taux de conversion de troisième down de la ligue chez les quarterbacks? Non, bah non, il vient de te dire que... Non, mais il suit rien. Non, Daniel Jones, il est deuxième, je viens de le dire. Donc, puisqu'il est deuxième, il y a un premier. Et est-ce que vous savez qui a joué beaucoup de troisième tentatives? Matthew Stafford. Non, c'est un type formidable qui s'appelle Brock Purdy. Voilà, je l'ai casé. Tu sais que pendant un moment, j'allais dire Matt Jones. Donc... T'étais pas loin, t'avais la doublure. Voilà. Mais et justement, alors Purdy, pourquoi? Parce qu'il y a des comparaisons qui se font avec le run de Purdy en 2023 qui avait fini troisième dans la course au MVP. Pourquoi? Parce que Purdy, ce qu'on lui reprochait, entre guillemets, c'était d'avoir un très gros casting autour de lui. McCaffrey, Kittle, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, etc. Jones, il est très bien entouré aussi, avec Jonathan Taylor ou Quentin Nelson, mais il n'est pas aussi bien entouré que n'était Purdy en 2023. Et c'est pour ça que la performance est à saluer, mais c'est surtout la preuve que c'est un joueur. Ce dont il avait besoin, c'était d'un environnement stable et Yaya, je pense, sera d'accord avec moi, d'une ligne qui le protège après les 6 années de souffrance, 5 années et demie de souffrance qu'il a enduré à New York, à se faire frapper, et en plus dans un environnement assez particulier, pas tant l'environnement du club, mais que celui de la ville et de toute la pression qu'elle génère, la pression médiatique notamment, qu'elle génère autour des équipes sportives. Je pense que les quelques mois de retrait dont il a bénéficié en étant transféré à Minnesota, où il s'est retrouvé sur le banc, ça lui a fait du bien parce que certes, l'équipe était sous le feu des projecteurs, mais lui n'était absolument pas mis en avant parce qu'il n'avait pas à l'être. Sam Darnold tenait les rênes de l'attaque, ne s'est pas blessé, donc aucune raison de faire entrer Daniel Jones et de le faire aller au feu. Ça lui a permis, je pense, de prendre un pas de recul. Et puis également, je le rappelle à nouveau, mais cette place de titulaire à Indianapolis, il l'a gagné. Il était en compétition avec Anthony Richardson et on me dira ce qu'on voudra, mais si lors des camps, ils avaient vraiment été très très proches, si la décision a été compliquée à prendre, moi je reste persuadé qu'Indianapolis serait allé avec Richardson parce qu'il avait une sorte de prime à l'ancienneté, toute relative dans son cas, mais c'est qu'il a vraiment su faire la différence et qu'il a apporté son professionnalisme, et on sait en plus que c'est un joueur qui est particulièrement coachable. Il n'y a jamais aucun de ses entraîneurs ni de ses équipiers qui a eu quoi que ce soit à dire. Il est parti en bons termes, semble-t-il, des Giants. Il n'a jamais eu une parole déplacée au sujet de son ancien club. Il a toujours eu un comportement exemplaire. Et là, tout ça, ça finit enfin par payer pour lui. Alors après, MVP en fin de saison, je pense que son handicap, malheureusement, c'est, malgré leur performance, d'être aux Colts, qui n'est pas forcément une équipe qui est très mise en avant dans les médias et même par la NFL. Ça va peut-être être son petit point de handicap. Puis il faut bien sûr que ses performances se pérennisent sur la saison, mais j'ai
pas trop de doute là-dessus Et actuellement. tu parlais du casting qu'il y a autour de lui. Et c'est peut-être pour ça qu'Adonai Mitchell, il a relâché un ballon juste avant la end zone. C'était pour donner un petit handicap à Daniel Jones parce que ça paraissait tellement facile. Il avait pas envie de lui faire un touchdown en plus, tu vois. Je pense qu'il s'est dit, allez, hop, un petit challenge, on va lâcher le ballon. Comme ça, on va pas trop lui en Non, donner ça, à ce bon Daniel. C'est trop facile, c'est trop facile. Non, puis, ça juste c'était un rookie qui a rien dans la tête, quoi. Point. C'est un autre problème. Ouais. Il y a juste une Oui. petite chose que je voulais rajouter, c'est qu'il faut pas Non. oublier que c'est un 6e choix de draft et que même si c'est un régime un peu particulier qui était à l'époque, c'est quand t'es un first rounder et en plus dans le top 10, c'est que des qualités ont été vues. Tout à fait. En parlant de qualités qui ont été vues, la passe est belle, puisque nous allons parler du dernier candidat qui arrive sur son fier destrier, ou plutôt sur son Jaguar. Lui aussi, on l'attendait longtemps en NFL, et peut-être est-il en train de confirmer. Trevor Lawrence est en train d'emmener les Jaguars à un bilan de 4 victoires et 1 défaite. Une victoire ce lundi dernier sur les Chiefs de Kansas City. C'est quand même une saison, un début de saison plus que solide, c'est pour Trevor Lawrence. Alors, je vais me répéter, mais idem, si en début de saison, on m'avait dit Trevor Lawrence sera dans la course au MVP. Honnêtement, les 3 noms qu'on vient de citer, tu m'accorderas que ça relève de l'improbable. Hein. C'est bien pour ça que le podcast s'appelle MVP surprise en 2025. Voilà. Donc, mais c'est chouette, d'autant que voilà, Lawrence, il se traîne depuis quelque temps cette réputation de joueur surcoté. Enfin, c'est un terme que je n'aime pas trop, mais ou du moins de potentiel qui n'a jamais éclos totalement et qui peut-être ne pourra jamais éclore. Ça se passe beaucoup mieux cette année, 60,4% de taux de complétion, 1066 yards, 6 touchdowns, 5 interceptions. C'est un petit peu beaucoup, ça fait un ratio touchdown-interception qui est un petit peu élevé, mais contre Kansas City lundi soir, il a été incroyable. 72% de réussite, 221 yards, 1 touchdown, 1 interception. Il a rajouté 10 courses, 54 yards et 2 touchdowns. Il a été clutch en deuxième mi-temps, et notamment, on en parlait hors antenne juste avant, ce début de troisième quart-temps avec la complétion sur Travis Hunter et le jeu derrière où il va marquer lui-même. Et là, effectivement, on se dit, voilà, ok, Jacksonville a du répondant alors qu'il semblait être dans le trou à la mi-temps. Peut-être que Liam Cohen, tout comme il a réussi la saison dernière à exploiter le potentiel de Baker Mayfield, est en train de réussir à trouver la clé pour exploiter le potentiel de Trevor Lawrence. Alors, c'est très satisfaisant d'une part de voir Lawrence jouer ainsi, et d'autre part également pour Cohen, de le voir vraiment prendre de l'ampleur sur son poste de head coaching. Maintenant, ce qu'il va falloir pour Jacksonville, c'est pérenniser les résultats. Ils sont 4-1, c'est très très bien, il faut continuer. Et il y a toujours, en ce qui me concerne, cette petite ombre autour du projet Jacksonville. Il y a eu une sorte de hype, un début de hype autour d'eux, il y a 3 saisons de ça, 3-4 saisons de ça, et qui malheureusement a très très vite dégonflé cette hype au regard des résultats qui ont été pas terribles. Et Lawrence qui s'est retrouvé à un moment assez injury prone, sujet aux blessures, ce qui l'a largement desservi. Mais c'est aussi une période qui nous a permis de voir que Jacksonville, sans Trevor Lawrence, ça marchait pas bien du tout. Donc, est-ce que cette saison, ça y est, c'est la bonne, ça clique, on va le voir. Moi, je suis très curieux de voir comment ça va se développer tout ça. Alors j'ai juste, mon Yaya, je précise juste un chiffre, après tu peux parler le temps que tu veux, mais pas trop longtemps quand même. Les Colts d'Indianapolis qui étaient, donc je l'avais dit, 4e en nombre de yards à la passe, les Jacksonville Jaguars sont eux 17e avec 205 yards,6. C'est la 17e attaque aérienne, ce qui amène un petit peu de mesure sur le cas Trevor Lawrence. Oui, tu voulais dire, mon Yaya. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Seb. Oui, tout à fait. Bouf. Mais il est costaud, donc ça rebondit pas. Donc c'est pas comme. Bref.
il y a une chose, c'est que le projet Jacksonville repose essentiellement sur la qualité de Trevor Lawrence. Quand il commence à plonger, effectivement, salut Patoche, quand il commence à plonger, c'est quand il se fait la cheville contre Cincinnati, qui se pète, et derrière, plutôt que de prendre un match off et de se soigner, c'est rejouer le plus vite possible sur une jambe. Et j'ai l'impression que toute la fin de saison, ils perdent la division comme ça, et du coup, Houston passe devant. Et l'an passé, j'ai l'impression qu'il y avait encore les séquelles de cette blessure. Et puis il y a eu le choc avec Al-Shahir aussi l'an dernier. Oui. Aussi. Et la Como qu'il a pris contre Al-Shahir. Et je pense que... mais déjà, tu vois, je pense que dans la façon de se mouvoir, c'était plus le même. Et j'ai l'impression qu'il a retrouvé maintenant cette aisance à pouvoir bouger. Et faut pas oublier que il avait quand même fait des bonnes saisons universitaires. C'était un très gros prospect. Il est arrivé dans un environnement très compliqué derrière. Il a eu du mal à s'adapter, mais je pense que l'apprentissage commence à rentrer. Si il reste en santé, notamment au niveau de sa cheville, il peut y avoir un avenir du côté de Jacksonville, mais ça va reposer sur ses performances. Alors je pense aussi que le propriétaire de Jacksonville, Sadiq Khan, il avait déclaré qu'il voulait, qu'il avait vraiment l'intention de stabiliser justement l'environnement de son club et qu'il est en train de réussir à le faire parce qu'effectivement, Yaya le rappelait, il est arrivé dans un environnement compliqué et l'environnement compliqué, c'était quand même Urban Meyer. Hein. Il ne faut pas oublier que Lawrence, il a commencé avec un coach qui est à moitié fou, hein. Faut dire dire ce qui est et que ça a été c'est pas le meilleur de tous, quoi. C'est pas c'est un coach qui repart pas avec l'équipe parce que ça joue à Cincinnati, qu'il a des actions dans un bar et qu'il est tripoté une gamine, quoi. Non, elle était adulte, mais elle avait la moitié de son âge, quoi. C'était il y a eu cet épisode et puis voilà, mais enfin. Et après, il y a eu toute la période. Il y a ce fameux épisode où il y a un de ses coordinateurs qui a révélé qu'il savait pas qui était Aaron Donald. Urban Meyer savait pas qui était Aaron Donald. Ouais, que c'était le canard il coach en NFL. Enfin voilà, c'est le personnage. Et je pense en plus que c'est quelqu'un qui avait une énorme expérience au niveau universitaire. C'est une légende au niveau du foot NCAA, mais qui n'a pas compris que la NFL n'était pas du tout le même univers. Bref, voilà, tout ça pour dire que les débuts de Lawrence, ils ont été compliqués en termes d'encadrement. Ah oui, complètement. Et après, il y a la période Doug Peterson qui fonctionne pendant une saison et demie jusqu'à la blessure. Voilà. Et derrière, Peterson se fait couper dans l'année dernière parce que Trevor Lawrence ne performe pas et qu'il ne comprend pas comment l'attaque. Et puis, moi, c'est toujours une équipe que je regarde avec un œil avec passion parce qu'ils ont une piscine dans leur stade et que tu aimes beaucoup les demoiselles en maillot de bain dans la piscine. Et voilà pourquoi tu regardes les Jaguars. C'est pour ça et les conditions météorologiques de la Floride. Mais sinon, c'est exactement le seul truc qui t'intéresse à Jacksonville. Oui, tout à fait. Alors tu sais que tu partages une passion avec Sadiq Khan, le propriétaire des Jaguars. Il adore la pêche. C'est la fameuse canne à pêche. Alors, je crois que... Mais mon Dieu, entre tes imitations de Donald complètement pourries... mais non, c'est pas du tout comme ça. Bon, on n'est pas là pour faire des imitations de Donald. Le pauvre Seb, il est complètement... Ce podcast est en train de couler en direct sous vos yeux, sous vos oreilles surtout, chères auditrices et chers auditeurs. Après 4 ans de bons et loyaux services. 4 ans de bons et loyaux services, et voilà, on est rendu. On commence à être quali, et puis voilà. Tel les Jaguars, on a craqué dans la dernière ligne droite. On va faire un sondage sur les réseaux sociaux. Qui imite le mieux Donald. Ça, oui.
Voilà. Ou le moins mal. Moins mal, ce sera plus honnête dans la formulation. Ce sera peut-être bien. Et d'ailleurs, enfin bon, bref, j'ai une question, mais je la poserai en off sur Donald. Voilà, tout à fait. Oui, s'il te plaît. Oui, je sens pas. J'en viens à ma dernière question, moi. Depuis 2012, on n'a que des, c'est 2012, hein, que des quarterbacks qui sont MVP. Est-ce que finalement, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Daniel Jones, par exemple, est-ce qu'on peut pas imaginer un Jonathan Taylor devenir MVP? Est-ce qu'on peut pas imaginer un Puka Nacua devenir MVP pour les receveurs? Est-ce que finalement, comme il n'y a pas une forte domination chez les quarterbacks cette année, c'est pas l'année ou jamais, mon Seb, pour avoir un autre quarterback surprise, hors un autre MVP surprise, hors quarterback? Alors ça tombe bien que vous en parliez, Monsieur Flav, parce que ce matin, vous s'est pas m'avez posé la consulté, hein. question pour préparer ce podcast. Qui sera MVP cette saison? Point d'interrogation. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'obéirais à cette dictature qui m'oblige à choisir un quarterback, alors que moi, mon MVP jusqu'ici, c'est Jonathan Taylor. Voilà. Pourquoi est-ce que je choisirais un QB? C'est le retour des feature backs. Allons-y. Saquon l'a pas eu l'année dernière. Jonathan, venge-le, venge les running backs, continue à courir mon petit, 94 courses, 480 yards, 6 touchdowns, 96 yards par match, une pointe à 165 yards contre les Broncos de Denver. Le pauvre Vince, il a encore la trace de ses crampons là sur le coin du visage, je l'ai vu. Retour au D'ailleurs, il est pas là, il est parti se faire soigner. Voilà, il est parti se faire soigner. Retour au premier plan pour ce joueur dont la carrière a été assombri et ralenti par les blessures, mais qui a rebondi la saison dernière et qui gagne encore du momentum cette année pour moi, malgré l'amour que j'ai crié pour Baker Mayfield tout à l'heure. Jonathan Taylor en MVP, ça aurait de la gueule. Alors tu parles de Vince qui est pas là, on en profite pour le saluer hein, parce qu'il pouvait pas être avec nous, il est chez l'orthophoniste pour apprendre à dire Quinshon Judkins, donc bon c'est pas facile. La violence de ce podcast, c'est terrible. Oh là là. C'est terrible. Le groupe vit bien. Et alors, honnêtement, avec des amis comme toi, il n'y a pas besoin d'ennemis. Oh bah non, non. Je pourrais presque être appelé au gouvernement tellement je fusille les gens. Toi, tu vas me dire, ouais, tu vas travailler une dizaine d'heures et puis c'est bon. Il en reste. Mon Yaya, ton MVP, c'est qui toi? Malheureusement, ce sera un quarterback. Jonathan Taylor est un bon candidat. J'ai eu peur. Malheureusement, ce sera un quarterback. Jonathan Taylor. Ben, ce serait un bon candidat, mais non. Parce que il faudrait vraiment faire une saison à la Saquon Barkley. Et à moins qu'il continue à être aussi haut, il y aura peut-être un petit... Attends, Seb a levé le doigt. Les projections sont à 2084 yards hein, pour lui. Ouais. Mais tu sais que Cook est pas loin. Hein. Je dis ça. Cook qu'il y arrive. S'il arrive j'ai bien peur que pour être MVP, un running back doit faire un peu plus maintenant qu'il y a 17 matchs. Je pense que tu vois, il faut la barre au moins 2200. Elle est plus à milliard, c'est sûr et certain. Oui. Pour moi, la barre pour être MVP, c'est 2200 yards. Ça répond pas du tout à ma question. Pour moi, ce sera un quarterback et. D'accord, Spencer Rattler, merci. Alors, on va arrêter on va arrêter de dire des bêtises. Là, et puis laisse s'exprimer. Oui, mais non, mais il veut des bêtises. Alors moi, tu veux que je te dise un truc? Ça fait une minute qu'il a la parole, il me dit, je veux un quarterback, il y en a 32. Lequel? Ou alors, dans ce cas-là, si on veut dire des âneries, Brian Burns, il a déjà 5 sacs, il continue à saquer tout ce qui bouge, il fait des matchs, voilà. Casse les Burns. Voilà, Montgomery. David Montgomery? Non, Montgomery Burns. Ah, d'accord. Bon, t'as pas un nom de... Tu veux pas de Josh Allen? Tu veux pas... Si, ce sera... Allen, ça va être... Allen. Et alors là, je t'explique même pas... J'attends les vidéos de Wake.
Ah oui, là, ça va être, si c'est un Bills qui est MVP encore une fois, là, ça va être compliqué. Le détail de la 6e semaine de compétition, ça commence dans la nuit de le jeudi à vendredi avec un choc très attendu au MetLife Stadium, sûrement des blessés à venir, entre les Giants de New York et les Eagles de Philadelphie. Ensuite, dimanche à 15h30 à Londres, les Jets de New York, toujours sans victoire, défient les Broncos de Denver. Et ensuite, à partir de 19h, le fameux Red Zone avec notamment Steelers, Browns, Dolphins, Chargers, Saints, Patriots, Ravens, Rams, Colts, Cardinals, Jaguars, Seahawks, Panthers, Cowboys. Tiens, on n'a pas parlé de Dak Prescott. Il y en a qui le mettent possible MVP, Dak Prescott. On a l'impression début de saison. Oui, j'ai vu son nom apparaître sur plusieurs listes. Oui, c'est vrai, Dak Prescott, on le voit être nommé à plusieurs reprises. À 22h, C'est vrai. les Raiders accueilleront les Titans, les Buccaneers accueillent les 49ers, les Packers reçoivent les Bengals de Cincinnati du nouveau Joe Flacco, bien évidemment. Pour le Sunday Night Football, gros choc entre les Chiefs de Kansas City et les Detroit Lions. Là, ça va valoir le coup d'œil. Et lundi, il y aura encore une fois 2 matchs au programme avec les Falcons qui reçoivent les Bills et les Commanders qui accueillent les Bears de Chicago. Voilà pour le programme complet de la semaine 6. Nous, on se retrouve mardi pour débriefer, enfin sauf s'il y a un événement exceptionnel d'ici là, auquel cas vous aurez un autre podcast actu, mais normalement, on se retrouve mardi pour le débriefing de la semaine 6 avec Vince, avec Saeb, avec Yaya. Merci les garçons d'avoir été avec moi. On vous remercie tous une nouvelle fois de votre écoute de plus en plus nombreux chaque semaine et ça nous fait très plaisir malgré les âneries que raconte Yaya. On se dit à très vite, bon week-end à tous, salut tout le monde. Ciao.